la terre ici, c'est une terre ancestrale, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire, le propriétaire, il était le premier Téké à devenir ministre à l'époque de M. Mobutu, à l'époque du président Mobutu. Alors, par là, tous les chefs Téké étaient réunis pour dire que non, comme l'aide de nos fils a été élevée, il faudra lui donner une portion de terre. Au départ, on lui avait donné la partie, je ne sais pas si vous connaissez la rivière Fini, jusqu'à la rivière Maïndombe. Tous ces côtés ici, c'était pour lui. Et vous faites à l'intérieur plus ou moins 20 km. Alors imaginez ça, c'était une grande ville. Et par là, il avait planté 1000 hectares avec acacia, eucalyptus et pipinus, les pins que vous voyez quand vous passez sur la nationale. C'est une agroforesterie climatique paysanne durable. C'est-à-dire climatique, là on intègre le climat. Paysanne, c'est-à-dire on intègre tout le monde, surtout les paysans. Et puis durable, c'est géré dans le temps. Maintenant, quand je parle de climatique, là j'ai évoqué les points où j'ai parlé du puits de carbone. Le puits de carbone, vous connaissez bien, c'est un écosystème qui a la capacité d'absorber le CO2 atmosphérique. D'où, nous ici, nous vendons le crédit carbone. Donc M. Mouchetel a été le premier Congolais à bénéficier de l'argent du crédit carbone. C'est pourquoi vous verrez que non, il y a même des polos qu'on fait, et du village fait respirer Kinshasa. Grâce à nos plantations, même s'il fait chaud à Kinshasa, même si vous polluez à Kinshasa, mais nous ici quand même nous avons la capacité d'absorber ou de séquestrer plus de 70 000 tonnes de CO2 chaque année. 21 mars 2023, Journée mondiale des forêts. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce format spécial de la Minute Écolo qui va s'orienter sur cette journée de portée internationale. Alors pour ce faire, l'équipe des Tech Environnement avec Tech Média et avec notre invité spécial d'Environews, nous allons nous inviter pour faire une immersion dans l'activité agroforestérique à Ibi Village. Alors pour le faire, je ne suis pas seule, je suis avec un guide qui est juste à côté de moi, Monsieur Fabrice. Bonjour Monsieur Fabrice. Bonjour Madame, je suis Monsieur Fabrice Bamolona, je suis le responsable du puits de carbone Ibi Bateke, chargé de la carbonisation, reboisement et inventaire carbone. C'est avec moi que nous allons essayer de voir toutes les réalisations que nous faisons ici sur le projet agroforestier Ibi Bateke. Alors je vous invite à faire ce voyage avec nous et comprendre ensemble quel lien y a-t-il exactement entre la forêt et la santé. A tout de suite. En 2008, ici, il n'y avait rien. 2008, 2009, 2010, il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait que de la savane herbeuse. Et tout ce que vous voyez, c'est l'homme qui a si transformé ça en forêt comme ça. Vous voyez, on a même la production de safou maintenant, on a des goyaves à gogo, on a des fruitiers, ainsi de suite, que nous allons essayer. Des goyaves? Bah oui. Vous commercialisez? Bah pour le moment, non. C'est à quel stade? Ça produit déjà, il y a beaucoup de fruits. Ah, vous consommez, c'est juste pour la consommation? La quantité qu'on a ici, c'est pour commercialiser aussi. Mais comme on n'a pas de marché, on ne peut pas cueillir 10 sacs, aller vendre à Kinshasa, être là, non. Nous sommes une ONG sociale. Donc pour le moment, on laisse ça comme ça. Comme on n'a pas encore de marché pour la transformation, ben on laisse ça comme ça pour nos travailleurs, pour la population locale, pour tout le monde. J'aimerais quand même qu'on fasse le point sur le concept même de l'agroforesterie pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est. Ici à Ibi Village, on ne fait que de l'agroforesterie. Mais on a deux types d'agroforesterie que nous faisons. Il y a agroforesterie dans l'espace et puis agroforesterie dans le temps. C'est-à-dire quoi? Bah, je vais m'expliquer. Quand je parle de l'agroforesterie dans le temps, c'est-à-dire ça c'est pour les grands concessionnaires. Vous venez, vous plantez les arbres, vous abandonnez jusqu'à l'exploitation. On ne touche pas à la forêt ou aux arbres. Ça c'est l'agroforesterie dans le temps. C'est-à-dire, au départ, vous mettez des cultures avec les arbres. Après un moment, vous enlevez les cultures, vous abandonnez les arbres comme ça. Ça c'est dans le temps. Maintenant, quand je parle de l'agroforesterie dans l'espace, ça c'est une agroforesterie pour les paysans, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace. C'est-à-dire, tu as 1 hectare, je ne peux pas venir te dire que non, il faut faire de l'agroforesterie ici, et puis mets seulement les arbres, mais après tu vas planter où? Je dois plutôt te conseiller, avec votre 1 hectare, il faudra disposer peut-être les arbres comme ça, faire des haies, soit faire des lignes, et au milieu, vous faites de l'air-cropping.
c'est-à-dire des cultures en couloir, entre les arbres. En attendant, il faut mettre en place d'abord des légumineuses, parce que si vous êtes sur les plateaux de Batéké où les sols sont pauvres, il faut mettre d'abord des légumineuses, notamment comme l'acacia. Parce que l'un des objectifs de la mise en place du puits de carbone Ibi-Batéké, c'était de lutter contre l'exploitation illicite ou illégale des lambeaux forestiers qui existent encore sur le plateau de Batéké. Parce qu'ici, sur le plateau de Batéké, la vraie richesse, c'est le makala, ou le charbon de bois. Quelqu'un peut te dire, non, moi je n'ai pas l'état de faire un champ d'1, 2, 3 hectares. Non, parce que peut-être si je dois mettre le manioc, il faudra attendre minimum une année pour récolter. Vous voyez que non, ça c'est terroriser mon argent. D'où je dois faire le makala. Le makala, après 2 semaines, 1 mois, j'ai déjà le makala, je peux vendre kin, j'ai l'argent. Ça c'est l'argent facile ici sur le plateau de Batéké. Alors tous les hommes s'attaquent maintenant aux lambeaux forestiers ou aux galeries forestières qui existent encore sur le plateau de Batéké. Alors le monsieur, l'initiateur avait dit, ben non, il faut faire des projets selon lesquels on entre par ici. Ben oui, on entre par ici. J'aimerais qu'on permette vraiment aux gens de comprendre. Ouais. Quand on parle de puits de carbone, voilà. C'est quoi un puits de carbone? Un puits de carbone, comme je disais tantôt, c'est-à-dire c'est un écosystème. Ça peut être une forêt, ça peut être un océan, ça peut être une savane, ça peut être... C'est un écosystème qui a la capacité d'absorber le CO2 de l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz néfaste. C'est une grande concentration de CO2 dans l'atmosphère. La vie sur Terre va devenir invivable. Okay. Or, on dit que non, la respiration de l'arbre est juste le contraire de la respiration de l'homme. C'est-à-dire l'homme émet de l'oxygène et puis aspire, émet des CO2 et puis aspire l'oxygène. Maintenant, l'arbre fait l'inverse. L'arbre maintenant rejette l'oxygène et puis absorbe tous les CO2. Dans l'atmosphère, il y a beaucoup de gaz, mais les gaz qui ont une grande proportion, c'est les CO2. C'est pourquoi on parle souvent de CO2, mais il y a des méthanes et il y a d'autres gaz. Mais c'est le CO2 ou le carbone qui a une très grande proportion par rapport aux autres gaz. C'est pourquoi on ne parle que de lui. Mais derrière lui, il y a beaucoup d'autres gaz qui sont surtout très mauvais pour l'homme. Alors quand on parle de puits de carbone, c'est-à-dire pour nous ici, c'est juste une forêt qui a été mise en place qui permet de régulariser ou bien d'équilibrer les taux de gaz au niveau de l'atmosphère. Ça, c'est, comme on dit dans un français simple. Mais justement, le puits, il peut être installé par les humains. Il peut être naturel ou artificiel. Voilà. Parce que ici, c'est artificiel. Ici, c'est créé. Okay. Et là, vous verrez que non, les modalités pour accéder au crédit carbone, c'est un peu différent par rapport aux modalités que vous pouvez peut-être faire pour une forêt naturelle. Okay. Parce que pour le moment, via Red Plus, il y a même des projets qui se font comme ça. Vous venez, vous conservez une concession forestière, vous calculez le niveau de CO2 et puis vous vendez. Là, je voulais qu'on arrive jusqu'ici. Ça, c'était à titre expérimental. Okay. Et ici, on n'utilise pas des engrais chimiques. On ne fait que des engrais biologiques. On avait voulu expérimenter les caféiers. Parce qu'on dit que non, ici, les sols est pauvre, on ne peut pas produire, ainsi de suite. D'où il fallait essayer tout. Vous voyez l'agroforêt que vous voyez derrière moi ici, nous appelons ça arboretum. Là, c'est sous forme d'un jardin d'acclimatation. Okay. C'est-à-dire, nous allons récupérer les espèces d'arbres partout ailleurs. À Kisantu, Gemena, par-ci, par-là. Nous amenons ça ici. Nous essayons de planter ça d'abord ici. 1 ou 2 pieds, ça dépend du nombre, maximum 10. On essaie maintenant d'étudier son évolution. Vous voyez que non, pendant qu'il est encore petit, il est exigeant par rapport à ça, Pourquoi et dès qu'on maîtrise tout ça, on peut faire ça. Voilà. Il n'y a pas un choix spécifique, mais simplement parce que c'est à côté de la maison. Il fallait faire ça. Okay. Quand on a des visiteurs, on peut les amener facilement à côté de la maison et puis rentrer. Il y a combien de pieds de café? On a 50 pieds de café. Okay. C'était à titre expérimental. Maintenant, ça c'est Robusta. Ouais. Okay. Ça, on peut faire ça à grande échelle. Le choix des espèces exotiques, c'était pour la croissance. Toutes les espèces exotiques que nous avons ici ont une croissance très rapide, notamment l'acacia, l'eucalyptus et les pinus. Mais on n'a pas que les espèces exotiques, on a aussi des espèces locales, notamment celle qui est devant nous ici. On a le wenge, les bois noirs, les Milesia lawrence.
On a les terminales superbes, on a les Mesopsis mini, et on a beaucoup de fruitiers qui sont des espèces locales. C'est-à-dire, pour le moment, on fait une diversification. On a des espèces exotiques pour le puits de carbone, mais on essaie aussi de mettre en place des espèces locales. J'aimerais quand même qu'on revienne au thème Oui. de cette année par rapport à la journée mondiale des forêts, Voilà. qui associe forêt et santé. Santé, oui. Déjà, vous dites que l'agroforesterie, forêt durable, alors que l'une des principales activités, c'est la carbonification de ces arbres-là. Alors, on aimerait savoir en quoi c'est durable si on est obligé de couper les arbres et d'en faire encore de la braise, parce que c'est une grande polémique autour de cette question-là. Certainement. En fait, avec toutes les espèces qu'on a ici à Ibi, ce n'est pas toutes ces espèces-là qu'on fabrique les macas, là où on fait la carbonisation. Il n'y a que l'acacia qu'on fait la carbonisation. Parce que l'eucalyptus, il peut être là même pendant 15 à 20 ans. Il est là. Il peut continuer à grossir en diamètre tout comme en hauteur. L'épinus, c'est autant. On peut l'exploiter après 30 ans. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a, c'est seulement avec l'acacia. L'espèce qui est devant moi là-bas. Avec l'acacia, on exploite, on fait la carbonisation, on fait la régénération naturelle assistée. L'avantage qu'on a avec l'acacia, c'est que non, on ne plante qu'une seule fois. On fait la pépinière qu'une seule fois avec l'acacia. C'est-à-dire quand on plante comme ça, c'est fini. Une fois que nous allons couper ici, on ne va pas encore replanter. Non? Il suffit de faire un léger brûlis, tôt le matin ou tard le soir. Et quand il y a une pluie, vous verrez que non, il y a germination de milliers de graines. Les espèces en dormance. Voilà. Il y aura des graines qui étaient là et puis elles vont germer. Et après 1, 2 années, 3 années, vous verrez que non, on a déjà une forêt. Et c'est comme ça, par rapport à votre préoccupation de tout à l'heure, c'est-à-dire que non, après 2 ans déjà, l'acacia qu'on avait fait la régénération naturelle assistée devient déjà éligible pour le crédit carbone. C'est-à-dire ça entre déjà pour les inventaires. C'est un cycle. C'est-à-dire qu'on peut faire ça de rotation et de rotation. Parce que pour le moment, nous sommes déjà à la 3e rotation des exploitations pour les acacias. Donc on a coupé la première fois, on a coupé la 2e fois et on vient de couper pour la 3e fois. En quoi est-ce que le village constitue un bien-être pour la population environnante? Voilà, je vais vous répondre par 3 points très précis. Ibi village constitue un point, comme vous venez de dire, pour la population locale. D'abord, ici, j'ai dit ici que nous travaillons avec les communautés locales de tous les villages environnants. Nous avons des associations ici de charbonniers. Je commence au niveau des charbons de bois. C'est-à-dire, nous partons dans chaque village, nous récupérons tous les hommes qui font les macas ou la carbonisation. On les amène ici à Ibi. Quand ils arrivent ici, on leur donne les bois gratuitement pour faire la carbonisation. Ensuite, nous donnons 50% des frais de coupe. Et quand il y a le rendement de macas, on se partage 50-50. Ça, c'est déjà un apport très significatif. Quand moi j'étais ici, il y avait des gens qui n'avaient même pas de maison. Mais aujourd'hui, ils ont des maisons en tôle, des motos, tout ça. Pour les villageois, c'est une grande évolution. Le deuxième point, nous avons les associations des mamans de tous les villages environnants, surtout Mbankana. J'ai parlé ici de la richesse de Teke, c'est le charbon de bois et la chikwang. Quand elles viennent ici, on leur donne des portions de terrain gratuitement pour faire le manioc. C'est-à-dire quand on coupe les acacias, il faut refaire des champs. Ces champs-là sont refaits par des mamans, l'association des mamans qui sont ici. Alors quand une maman arrive ici, elle fait des manioc, elle récolte peut-être 10 tonnes, donnons minimum 10 tonnes. Elle va faire la chikwang. Ce n'est pas pour elle seule, c'est pour tous les ménages. Et parfois, ça part même au-delà du ménage. Tout comme j'ai expliqué tantôt avec la carbonisation. Le troisième aspect, nous donnons du boulot à tout le monde. Parce qu'ici, on a des travailleurs temporaires et on a des travailleurs permanents. Si je ne peux pas dire pour les ouvriers. Quand il y a des activités, on engage plus de 50 personnes ou 100 personnes qui n'ont pas d'emploi. Alors, imaginez, bon, je prends mon exemple, parce que moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je viens peut-être à des milliers de kilomètres. Mais on m'a engagé ici à Ibi. Les paix que je gagne ici, il y a beaucoup de familles qui bénéficient de ça. Vous voyez, si je peux répondre ça en 3 paramètres, mais il y a beaucoup de paramètres, parce qu'ici, quand vous venez, on peut te donner une portion de terrain,
peut-être dessoucher ici. Quand vous avez les bois, faites les macas, là, le tout c'est pour vous. Et quand les mamans viennent faire les manioc, les 100% des rendements, c'est pour elles. Okay. Nous, on ne récupère rien. On donne le terrain gratuitement et à la fin, on ne récupère rien. Nous, on a besoin seulement de voir seulement que, voilà, il y a les acacias qui repoussent. Est-ce que vous tenez aussi compte, par exemple, des arbres à chenilles parce que certainement, c'est là que je voulais me chuter pour ajouter sur sa question. Tous les arbres que vous voyez autour de moi, le bois noir ici, ce sont des arbres à chenilles. Parce qu'ici à Ibi, avant d'introduire une espèce locale, il doit avoir une valeur ajoutée. Okay. Hormis peut-être de séquestrer le CO2, soit d'être utile pour le bois d'œuvre, il doit avoir une valeur ajoutée. Soit il doit être mellifère, il doit être arbre à chenille, il doit être fertilitaire, ainsi de suite. Okay. D'ailleurs, l'acacia lui-même, c'est un arbre à chenille. Okay. Parce qu'ici à Ibi, à partir du mois de juin-juillet, on a des tonnes et des tonnes de chenilles qui tombent sur les acacias. Ah bon? Que vous commercialisez? Non. Pourquoi vous qu'on laisse aux communautés locales c'est aux communautés locales de récolter et d'aller vendre. Là, tantôt, je parlais que non, avant d'introduire une espèce ici à Ibi, on doit d'abord voir si elle est d'abord mellifère, soit à chenille. Elle doit avoir une valeur ajoutée. Je dis fertilitaire, espèce à chenille, espèce mellifère et autres. Or, l'acacia, hormis le fait d'être une espèce à croissance rapide, qui dit croissance rapide, qui dit séquestre une grande quantité de CO2 atmosphérique, c'est une espèce à chenille. Je viens de vous expliquer que non, au mois de juin-juillet, on récolte des tonnes et des tonnes de chenilles sur les acacias. Hormis le fait d'être un arbre à chenille, il est aussi un arbre mellifère. Mellifère, c'est un arbre qui produit de la nourriture pour les abeilles. Vous voyez, sous les arbres, nous avons installé des riches. Et pour le moment, nous avons plus de 500 riches installés, disséminés par-ci, par-là. Attention, il ne faut pas aller. Vous voyez, regardez là derrière. Non, pas ici, on n'a pas récolté. Vous voyez, là derrière. Vous voyez comment les abeilles entrent et puis sortent. On ne laisse qu'une seule entrée. Et à la porte, là, il y a des soldats et des ouvrières. C'est-à-dire quand il y a moindre attaque, d'abord, ce sont ces abeilles-là qui vont commencer à attaquer parce qu'il y a la reine à l'intérieur. Il y a une riche là-bas qu'on a mis une caisse dessus. On dépose d'abord la richette au-dessus de la riche. Pendant, voilà. Vous voyez, derrière là-bas, à 10 mètres ou 15 mètres. On dépose comme ça pendant au moins une semaine ou 2 semaines. Le temps que ces abeilles-là s'acclimatent. Et puis ensuite, maintenant, nous allons faire le transvasement. Prendre la colonie et mettre de la riche. Et on va récupérer encore la richette, aller faire comme ça, ainsi de suite. Il y a des goyaves partout, et si vous voulez en manger, il faut en manger. Pensez-vous qu'avec l'initiative du gouvernement d'avoir une autorité de régulation du crédit carbone, ça vous offre une opportunité de vendre mieux? Bon, le gouvernement intervient plus quand il s'agit de projets RED+. Ouais? Quand ce sont des forêts naturelles que vous avez. Mais ça, c'est un privé. C'est à toi-même d'aller chercher les bailleurs de fonds.
Si vous ne partez pas, l'État ne fera pas ça à ta place quand même. Mais à la fin, vu que non, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, vous devez payer des taxes. Mais je crois que ça va changer un peu avec si on a une entité d'autorité de oui, oui. Les choses peuvent changer. Oui, parce que non, pour le moment, avec CNRD, il suit ça, mais pas vraiment en rigueur. Parce que si vous devez régulariser votre situation, si vous avez une concession, commencer à vendre, il faut d'abord avoir une homologation au niveau du ministère de l'Environnement. Là, il faut passer par CNRD, il y a tout un processus là-bas. Mais nous ici, comme il n'y a pas encore un organe comme ça, on se cherche nous-mêmes. On part, on cherche, et puis si on a des bailleurs, on négocie les prix nous-mêmes. Mais le président nous a quand même aidé via son discours qu'il avait prononcé il y a quelques années. On disait que non, il faudra élever la tonne à $100. Ça, c'était une façon déjà de marchander. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir vous dire que non, je vous donne $5 au lieu de $100. Donc, voilà, c'était déjà une façon de dire que non, il faut essayer un peu d'augmenter les prix. Moi, je pense que, oui. Tu permets? En voyant, par exemple, la métamorphose qu'il y a aujourd'hui avec les espèces qui, ne sont pas exotiques, qui ne sont peut-être pas destinées à être brûlées demain après-demain, c'est quoi la vision à long terme que vous avez? C'est carrément de reconstruire une forêt qui va être entre guillemets naturelle avec des espèces totalement congolaises ou bien c'est comment? Bon, l'idée serait d'avoir toutes les deux espèces. C'est-à-dire avoir des espèces exotiques et locales. Avec les espèces locales, c'est pour créer des forêts naturelles et avec toutes les conditions naturelles d'ici. Mais avec les forêts exotiques, c'est pour la croissance. Parce que là, il peut croître très vite et après 2 ans, c'est déjà éligible pour les inventaires de crédit carbone. Vous voyez que non, il faut garder toutes les deux espèces, exotiques et locales. Ça nous aide par rapport à notre vision, mais par rapport aussi aux revenus, parce que nous n'avons pas de revenus extérieurs. Nous vivons qu'avec ce qu'on produit ici localement. D'où il faudra aussi faire des espèces exotiques. Vu que non, ça, parce que les bois noirs, on ne fait pas de makala avec ça. Pour faire le makala, il faut attendre 10 ans ou 20 ans. Vous voyez? Mais la caille, c'est à 3 à 4 ans, vous faites le makala. Donc il faudra encore garder ça. On introduit même les animaux sous les arbres. Parce qu'on a aussi les arbres qui servent d'aliment pour le bétail. Tous ces arbres ici que vous voyez ici, c'est pour alimenter ou donner des aliments aux moutons. Le thème de cette année établit les liens entre la forêt et la santé. La santé, oui. Est-ce qu'on peut penser que vous aussi, au niveau de Idi Bateki, vous établissez ces liens? Si oui, comment vous ressortissez justement ces liens entre la santé humaine et la santé forestière, si je peux dire ça comme ça? Ok. Bien. En fait, je répondrai par oui. Comment? J'ai parlé tantôt ici du point de vue du pilier environnement. C'est-à-dire, quand vous vivez dans un environnement qui est sain, qui n'est pas pollué, les risques de maladies aussi est moindre. D'où IBI procure à ses habitants ou aux IBI villageois un environnement qui est vraiment moins pollué, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, pour confirmer cette hypothèse, il y a un médecin qui vient de finir sa thèse il y a 2 ou 3 mois. Il a fait sa thèse ici à IBI pour étudier la santé des gens qui travaillent ici. Parce qu'on dit que non, parfois, comme on fait les makala ici, ça pollue et puis les gens peuvent attraper des maladies, tout ça, tout ça. Il a amené des matériels très sophistiqués de la Belgique. Il a passé 3 mois ici, uniquement pour examiner les gens. Et puis il a passé aussi 3 mois à Kinshasa, vers Kingasani. Et il a constaté que non, les gens de Kingasani sont plus malades 3 fois plus élevés que les gens d'Ibi. Non, c'est une thèse. Hein. C'est pas rigoler. Vous voyez? C'est-à-dire que non, moi j'ai maintenant relié ça par rapport à l'environnement. Voilà, il y a des safous là-bas, celui qui veut cueillir. À côté d'une termitière. Non, ça ne fait rien. Mais ils ne sont pas là. Vous voyez? Non, il n'y a rien à l'intérieur. Okay. Donc moi, je relie ça à l'environnement. Et comme nous offrons un environnement propre, donc il y a aussi
la santé humaine aussi en dépend. C'est-à-dire les Ibi-villageois sont moins malades que vous les Kinois. Ça, je vous dis. Désormais, je suis Ibi-villageois. Ici? Bah oui, il y a un petit village ici, on va s'arrêter là. Ça, c'est un fruitier, je ne sais pas si vous connaissez ça, le jacquier. J'étais ici il y a de cela plus ou moins 3-4 ans passés. Et là, je viens découvrir encore de nouvelles espèces. J'ai vu dans ces étendues des espèces totalement congolaises comme les wenge. J'ai vu les caféiers. Donc, c'est des choses que je n'avais pas trouvées sur ces sites que je viens de découvrir. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui inspire davantage confiance. C'est quelque chose qui nous pousse à croire que même sur des terrains, entre guillemets, qu'on dénote comme étant des terrains pauvres, il y a lieu justement avec une petite expertise de faire pousser des forêts totalement congolaises. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, en tant que journaliste, quel est l'intérêt de célébrer ce genre d'activité, des journées internationales? Vous savez, en tant que journaliste, nous avons pour rôle de sensibiliser la communauté, de sensibiliser les masses. Vous savez, la RDC, c'est un pays forestier. Et si aujourd'hui on célèbre la forêt, il en va de soi que, en tant que journaliste, nous puissions célébrer ensemble avec la communauté. Mais pour que la communauté comprenne l'importance, il faut lui montrer cette importance de la forêt. Quel est le lien que nous établissons entre la forêt et la santé? Donc moi, je suis très heureux de découvrir qu'il y a vraiment ces liens, comme l'avait dit l'agronome que nous avons trouvé sur les lieux, qui nous dit qu'il y a eu une étude qui a été menée ici, qui a démontré que les habitants des Ibi villages souffrent moins des maladies que les habitants de Kinshasa que nous sommes. Bon, finalement, j'ai décidé de devenir habitant des Ibi villages, comme ça je peux souffrir moins des maladies. Quel avenir pour le secteur forestier en RDC? Il y a vraiment de l'avenir parce que vous savez, aujourd'hui tout tourne autour des forêts. Et la RDC avec 60%, plus ou moins 60% des forêts du bassin du Congo, ce sont des enjeux énormes pour la planète. Et du coup, protéger la forêt, c'est carrément protéger l'avenir de la planète. C'est protéger nos enfants, protéger nos arrière-enfants, ainsi de suite. Donc, les générations qui viendront par la suite, si nous ne protégeons pas, nous ne pourrons pas. Donc, elles ne pourront pas justement vivre. Donc pour moi, l'avenir des forêts, elle est reluisante pour la RDC parce que de plus en plus, il y a une prise de conscience collective qui monte petit à petit et nous pensons que si nous accélérons sur cette prise de conscience, nos tourbières, nos forêts, nos autres ressources ligneuses ou non ligneuses auront plus de valeur et la RDC pourrait tirer profit de cela. Là, nous remarquons déjà que nos forêts contribuent à la réduction de gaz à effet de serre, en l'occurrence le CO2, et ce qui fait ici avec des villages où nous trouvons le plus de carbone. Nos forêts aussi contribuent à notre bien-être, à l'équilibre, parce que nous trouvons tout ce que nous avons besoin à la forêt. Nous avons nos bois de chauffe, nous avons le médicament, nous avons tout ce qui va avec, et cela nous aide à vivre de manière équilibrée quotidiennement.
Ici, maintenant, nous sommes au QG du GI Agro, c'est-à-dire au quartier général du GI Agro. C'est là où se coordonnent un peu toutes les activités qui se font ici sur le puits de carbone Ibibateke. Ici, au sein de notre QG, nous avons un bureau central, nous avons les maisons de passage pour accueillir les visiteurs, nous avons aussi les maisons pour les ingénieurs, nous avons un centre culturel parce que quand les travailleurs font leurs activités la journée, les soirs ils doivent quand même se distraire un peu pour se déstresser. On met la télévision chaque soir pour essayer de voir un peu, regarder la musique, les matchs, ainsi de suite. Hormis toutes ces installations, nous avons aussi un centre de santé et puis une école primaire. L'école primaire, c'est pour nos enfants et les enfants de nos travailleurs. Et puis les centres de santé, au cas de la maladie, pour les premiers soins, nous allons là-bas. Et si la situation se complique, on a un hôpital de référence de Maloukoudé au niveau de Bankan à 15 km. Là, on peut directement aller là-bas. Mais pour les installations au niveau social, pour les soins de tout le monde ici, c'est vraiment garanti. C'est-à-dire vous travaillez, vous étudiez, on prend aussi soin de vous au cas de maladie. Voilà un peu en bref tout ce qu'il y a ici au niveau de notre QG. Mais il faut signaler que non, il y a aussi, au sein de notre QG, derrière moi, il y a un foyer pour les travailleurs. Ce foyer-là, c'est pour loger tous les travailleurs qui viennent travailler ici, que ce soit temporaire ou permanent. Donc là, c'est un foyer avec des chambres, salons bien équipés. Même toutes les maisons sont bien équipées. Je vous invite d'ailleurs prochainement pour les portes vertes qui seront au mois de juin. Venez, on va passer des moments ensemble ici. J'espère que non, ça sera génial. Vous l'avez pu le constater, la forêt contribue au bien-être, donc à la santé des populations. Nous devons donc protéger nos forêts, protéger notre environnement pour garantir une bonne santé à tous. Madame, Monsieur, nous voici à la fin de notre épisode spécial de la Minute Écolo orienté vers la Journée internationale de forêt, célébrée le 21 mars de chaque année. Pour finir, j'aimerais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette visite. Nous remercions nos hôtes, les représentants de IBI Village, le projet d'agroforesterie. Nous remercions toute l'équipe des Tech Environnement et l'équipe des Tech Médias qui ont travaillé d'arrache-pied à la réalisation de cette émission. Nous remercions également notre invité spécial de Environews. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Écolo. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt!